Petit 2. L'ouverture difficile d'un débat. Nos jalons temporels ici vont de 1895 à 1897. Alors premier point, survivre pour la vérité. Bon, survivre pour la vérité. Là, il n'est pas vraiment question de la presse. En fait, ce qui mérite d'être retenu, c'est que Alfred Dreyfus, il ne bénéficie pas d'une vraie justice. En fait, au moment où il est arrêté, lui, il connaît rien de ce pourquoi on lui aurait reproché. On va le convoquer dans un bureau et on va lui dicter un texte. Et il va écrire le texte qu'on lui lit. Il va recopier sous la dictée. Et une fois qu'il a fini son texte, un petit extrait des mémoires en fait d'Alfred Dreyfus quand il raconte cet événement-là, je vous le lis. Le samedi 13 octobre 1894, j'ai reçu une note de service m'invitant à me rendre le lundi suivant à 9h du matin au ministère de la Guerre pour l'inspection générale. Je fus surpris de ne trouver aucun de mes camarades, les officiers étant toujours convoqués par groupe à l'inspection générale. Le commandant du paty vint à moi et me dit d'une voix étranglée. Le général va venir. En l'attendant, comme j'ai une lettre à écrire et que j'ai mal aux doigts, voulez-vous l'écrire pour moi? Je m'assis à une petite table toute préparée. Le commandant du paty assis à côté et tout près de moi, suivant ma main de l'œil. Aussitôt la dictée terminée, le commandant du paty se leva et, posant la main sur moi, s'écria d'une voix tonnante. « Au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé de crime de haute trahison. » Le texte qu'on lui dicte et qu'on lui fait écrire, en fait, il sert de pièce à conviction dans l'affaire. Le but, c'est d'évaluer son écriture et de la comparer à l'écriture de l'espion. En fait, il y a eu plusieurs experts qui ont étudié ce texte manuscrit. Mais à son procès, il y a un seul expert qui est retenu. Celui qui lit l'écriture de Dreyfus à l'espion, et qui dit c'est la même personne qui l'écrit. Donc il n'y a qu'un seul expert qui est présent ce jour-là. Les autres experts, ils ne sont pas présents. Il n'y a pas de contre-analyse entre guillemets. On est ici sur un manque d'équité dans la réalisation du procès. Une fois détenu, Alfred Dreyfus, il va chercher à se défendre, c'est-à-dire qu'il va écrire aux autorités de la République pour se défendre, mais il faut pas oublier qu'Alfred Dreyfus, donc, il est déporté au Bagne, en Guyane, et là-bas, il est placé sous très haute surveillance, c'est-à-dire qu'il est plus surveillé que les autres que détenus. Et puis évidemment, vivre en Guyane à la fin du 19e siècle, comme aujourd'hui, si on n'a pas de système de santé efficace, c'est quelque chose qui est difficile. Et sa santé se dégrade. Il souffre de la chaleur, bien sûr, et puis il souffre aussi de l'alimentation. Le Bagne, évidemment, c'est pas une partie de plaisir. Alors, lui, il est détenu sur l'île du Diable. La diapositive numéro 12 illustre l'île du Diable. Donc ça a rien de paradisiaque, contrairement à l'apparence que ça peut donner, du moins quand vous êtes obligé d'habiter là-bas. Bon, c'est pas Koh-Lanta non plus, mais enfin Koh-Lanta c'est pas difficile, mais je veux dire c'est pas un jeu pour lui d'être détenu là-bas, surtout quand vous savez que vous êtes détenu là-bas de façon définitive. Donc pour lui, c'est une épreuve, et il aimerait bien sortir de là et d'être réhabilité. Et ce qui est difficile pour lui, c'est que lui, il connaît la vérité, entre guillemets, et il sait qu'il est innocent. Et quand vous êtes innocent et que vous êtes capturé quelque part, eh bien, évidemment, c'est difficile. Ce qui le fait tenir, c'est cette volonté, justement, non, il y a une erreur, et il faut qu'on l'accorde. En France, son frère, Mathieu Dreyfus, avec l'avocat Edgar Demange, ils vont organiser la défense. Ils vont continuer à organiser cette défense
d'Alfred Dreyfus, et il y a un dévouement sans hors pair, entre guillemets, du frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus. Le document 4 de l'affiche qui est extrait d'un livre Être Dreyfusaire et aujourd'hui aux presses universitaires de Rennes, qui a été publié en 2009 sous la plume de plusieurs auteurs, Manceron, Emmanuel Naquet, Philippe Auriol, et qui dresse notamment un portrait de ce dévouement de Mathieu Dreyfus, et on y reviendra. Donc, dans cette démarche de justice, dans cette organisation de la défense, ils vont chercher à contacter des hommes politiques et des journalistes. L'idée, c'est il faut qu'on fasse valoir, qu'on mette à jour la réalité. Le but, c'est de communiquer en fait et de montrer qu'il y a un mensonge organisé par l'état-major, par l'armée, pour dire la vérité. Alors justement, le contraire de la vérité, c'est le mensonge, et c'est le point suivant. Les mensonges de la Grande Muette. La Grande Muette, c'est une expression qu'on utilise parfois pour parler de l'armée. Pourquoi ? Parce que justement, à l'armée, on parle pas beaucoup. On arrive en mars 1896, on fait un petit saut d'une année dans le temps, et on a un nouveau patron du contre-espionnage qui est... Ce nouveau patron du contre-espionnage, c'est le commandant Georges Picquart. P-I-C-Q-U-A-R-T. La diapositive numéro 13 vous permet de voir qui est Picquart, qui est considéré comme un beau gosse, entre guillemets, pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui, à l'époque. C'est un homme assez séduisant, un bon parti pour les femmes. Ça sera important, c'est important pour comprendre comment le personnage va agir a posteriori. Et en fait, le commandant Georges Picquart, parce qu'il est encore commandant, souvent on le présente comme le lieutenant-colonel, en fait il devient lieutenant-colonel un tout petit peu plus tard, mais le commandant Georges Picquart, il découvre, par l'intermédiaire d'un document qui est en provenance de l'ambassade d'Allemagne, qu'en réalité, il y a un autre coupable, que quelqu'un d'autre est impliqué. C'est l'intuition qu'il a. C'est-à-dire qu'en fait, il tombe sur un document, le petit bleu, et il se dit, c'est le nom du document, le petit bleu, et il se dit, c'est pas possible, il y a pas qu'un coupable, en fait, il y en a un autre. Et il fait son enquête et il se rend compte que l'autre personne impliquée, c'est un commandant, le commandant Esther Hazy. Alors Esther Hazy, on n'écrit pas ça tous les jours, E-S-T-E-R-H-A-Z-Y. Alors son prénom c'est Ferdinand Valsien. Alors Ferdinand F-E-R-D-I-N-A-N-D et Valsin W-A-L-S-I-N. Donc pour le commandant Georges Picquart, qui vient de devenir lieutenant-colonel, il y a un complice ici. Dreyfus, il a un complice, et ce complice c'est Esther Hazy. Et donc pour essayer de bien comprendre l'histoire de cette histoire d'espionnage, il va aller consulter le dossier de Dreyfus. Et là, il est surpris de constater que ce dossier, il est vide en fait. Il y a rien dedans, hormis la dictée, il n'y a aucune preuve concrète qui montre que le coupable c'est Dreyfus. Il est face à un dossier qui est juridiquement fort discutable. Et donc, par la force des choses, petit à petit, il va se rendre compte que, non, en réalité, il n'y a qu'un seul coupable. Esther Hazy. Et Dreyfus est un innocent. Donc, Georges Picquart, il est important pour ça. C'est-à-dire que c'est celui qui comprend, c'est pas celui qui va révéler, c'est celui qui comprend que Dreyfus est innocent. Bon, c'est un homme d'armée, il va rendre des comptes à ses supérieurs. C'est-à-dire qu'en octobre, il va contacter sa hiérarchie et va lui exposer les faits. Voilà, j'ai découvert que c'est Esther Hazy le coupable et que Alfred Dreyfus est innocent. Que lui répond sa hiérarchie ? Sa hiérarchie, elle va lui demander de fermer les yeux. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, aujourd'hui, on présente souvent
Georges Picquart comme un héros, comme un lanceur d'alerte, celui qui aurait révélé la réalité. L'historien Philippe Auriol, un spécialiste de l'affaire Dreyfus, alors vous avez l'œuvre majeure de Philippe Auriol, c'est la diapositive numéro 15 qui est prise en photographie, vous pouvez la consulter. Donc, pour Philippe Auriol, entre guillemets, hein, en fait, il divulgue. Pourquoi? Bon, je reformule les choses pour que vous ayez une trace écrite correcte. Pour l'historien Philippe Auriol, Picquart, il ne divulgue pas l'information, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas du cadre militaire, parce que son objectif à lui, c'est pas la réhabilitation de Dreyfus. Lui, son objectif, c'est d'éviter, alors pour paraphraser Auriol, pour éviter qu'un grand scandale ne soit une tâche indélébile sur l'honneur de l'armée. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il veut protéger l'armée, plus que l'honneur de Dreyfus. Voilà, puis on lui a donné un ordre, bah il obéit aux ordres. Il a aussi des aspirations à une carrière personnelle. Bon, il sera pas vraiment récompensé, Picquart, de tenir parole finalement, parce qu'il va finir envoyé en Tunisie par l'armée. L'état-major, il a peur que la réalité finisse par se savoir elle-même. Il va même faire pire que ça, hein, l'état-major, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de Henri, il va même fabriquer des fausses pièces pour prouver la culpabilité de Dreyfus, pour innocenter Esterhazy et transformer Picquart en traître, hein, ça ira jusque-là. Donc ça, c'est ce qui s'est passé du côté de l'armée quand on parle des mensonges de la Grande Mule. Donc il y a un mensonge, et le couvert est remis par l'armée une fois qu'il y a quelqu'un qui a quand même découvert quelque chose au sein de l'armée. Du côté de Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred Dreyfus, bah Mathieu Dreyfus, il a pris contact avec un journaliste. Ce journaliste, c'est Bernard Lazare. La diapositive numéro 16 vous montre qui est Bernard Lazare. Et Bernard Lazare, c'est un journaliste qui est juif et qui dénonce régulièrement l'antisémitisme. Et donc, bah, tout naturellement, entre guillemets, il semble une personne appropriée pour Mathieu Dreyfus pour défendre les intérêts de son frère. Et petit à petit, dans cette volonté de trouver des enquêtes, c'est-à-dire qu'ils conduisent eux-mêmes une enquête, surtout Mathieu Dreyfus, hein, qui va aller chercher à droite à gauche les personnes clés pour faire l'enquête, le document 4 hein, revient longuement là-dessus, bah, il va finir par découvrir lui aussi que le coupable, c'est Esterhazy, mais pas par Picquart. C'est-à-dire qu'en fait, il va découvrir qu'Esterhazy est dans la boucle, Mathieu Dreyfus, sans que ça soit le lieutenant-colonel Picquart qui l'en informe, hein, contrairement à ce qui est souvent raconté ou simplifié par rapport à la perception qu'on a de l'affaire Dreyfus. Que fait le journaliste Bernard Lazare? Il fait un dossier en fait. Il compile tous les éléments qui montrent que Dreyfus est innocent. Donc le dossier est prêt en novembre 1896. Il fait 64 pages ce dossier. Et Bernard Lazare, il travaille à ce moment-là de Bruxelles, et il va l'envoyer à 3500 personnalités, le dossier de 64 pages. Sauf que, bah, ce dossier, il fait pas de bruit. C'est-à-dire qu'en fait, Bernard Lazare, comme Mathieu Dreyfus, vont crier dans le vide, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne se fait vraiment l'écho du résultat de leurs enquêtes. Le point suivant. Les Dreyfusards relancent l'affaire. Les Dreyfusards relancent l'affaire. Il y a Calmette dans Le Figaro qui a déjà écrit un article assez bienveillant à l'égard de Dreyfus. Alors, il ne s'agit pas de dire si Dreyfus est coupable ou non. Ce que dénonce, entre guillemets, Calmette dans Le Figaro,
c'est la tragique existence qu'est en train de mener Dreyfus sur l'île du Diable, et il revient sur les conditions de détention qui sont discutables, d'une certaine façon. On a aussi un bonapartiste, c'est-à-dire quelqu'un qui était un ancien partisan de l'empereur Napoléon III pendant le Second Empire, Paul de Cassagnac. Alors Cassagnac, C-A-2-S-A-G-N-A-C, qui est quelqu'un qui est plutôt antisémite, catholique, et donc on le rangerait plutôt de prime abord dans la catégorie des anti-Dreyfusards, qui va entrer dans la boucle. Alors il entre dans la boucle parce qu'il va publier un article dans son journal. Son journal, il s'appelle L'Autorité. Le Parti de l'Ordre, c'était le nom du parti bonapartiste au moment où Bonaparte arrive au pouvoir. Donc il y a ce petit parallèle ici. Bah tiens, lisons le document 2 de l'affiche. Que dit justement cet article? Qu'est-ce qu'il écrit le 18 novembre 1896, Paul de Cassagnac? Est-il vrai, est-il exact que le Conseil de guerre ait jugé Dreyfus et l'ait condamné à l'unanimité sur une pièce qu'on aurait cachée à l'accusé et à la défense? Est-il vrai, est-il exact que cette pièce n'ait jamais été mise sous les yeux de l'accusé, de l'avocat, et qu'elle ait néanmoins servi à la décision des juges? Cette pièce, nous la connaissons. Et pour le moment, nous n'avons pas à l'apprécier ici. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle peut accabler Dreyfus, comme elle peut l'innocenter. Nous ne voulons pas le savoir encore, mais les journaux en ont parlé, l'ont indiqué, et sa production n'a pas été niée, au moins jusqu'à présent. Existe-t-elle? L'a-t-on utilisée ainsi, en dehors des règles les plus vulgaires de l'équité? Si la pièce n'existe pas, que la justice, même obscure, qui a frappé Dreyfus, suive son cours. Mais si elle existe, si par hasard et en violation de toute justice humaine, on l'a utilisée de cette façon anormale, jusqu'à ce jour inconnu dans les fastes judiciaires, nous verrons quelle conclusion en tirer. Je crois toujours à la culpabilité de Dreyfus, je dois y croire, ce doute obsède, et il importe qu'il disparaisse. Alors, il est un peu paradoxal cet artiste. Il est un peu paradoxal parce que il veut croire à la culpabilité de Dreyfus. C'est-à-dire que pour lui, Dreyfus, il est coupable. Mais ça l'ennuierait quand même qu'on puisse douter de la culpabilité de Dreyfus. C'est-à-dire qu'en fait, le dossier de Lazare, il fait son chemin. Il y a des petites fuites à droite à gauche. On se met à en parler. Il y a quelques petits éléments, quelques petits articles qui laissent à penser qu'on doute de la totalité du dossier et que peut-être le procès s'est pas fait à égalité et que des éléments ont été cachés à la défense. Ce qui est une négation des droits de la défense. Et donc, ce que veut Paul de Cassagnac, c'est un vrai procès. Pourquoi un vrai procès? Pour qu'il n'y ait plus de doute. Et pour qu'on arrête de défendre Dreyfus et qu'on passe à autre chose. Et que l'honneur de l'armée soit définitivement lavé. Donc vous voyez qu'il va contribuer lui aussi à relancer l'affaire, alors qu'il ne prend pas parti pour Dreyfus. Et il faut pas oublier ces éléments-là. Il veut finalement une révision pour qu'on confirme définitivement la culpabilité de Dreyfus. Alors, la presse. La presse, elle va quand même se faire l'écho du dossier secret. Par exemple, dans l'Éclair, du 10 et du 14 novembre 1896, avant l'article de Cassagnac, eh bien, on avait relayé l'existence de certaines pièces qui amenaient à douter un petit peu de l'instruction de l'affaire, ou du moins à voir les choses un petit peu différemment. Juillet 1897, Picard rentre de Tunisie. Il a survécu. Vivre en Tunisie à l'époque, c'était pas facile non plus. Il a été confronté à certaines maladies locales, entre guillemets. Et il revient. Et il va parler de ce qu'il sait,
parce qu'il a bien compris que s'il avait été envoyé en Tunisie, c'était pas par hasard, et qu'on espérait d'une certaine façon le faire taire, à défaut d'avoir confiance en lui. C'est-à-dire que lui, il regrette qu'on n'ait pas eu confiance en lui. Et donc, il se dit, bon, il me faut une sorte de garde-fou. Si je meurs, bah, si on a voulu me tuer, au moins, la vérité finira par se savoir. Pas pour la vérité, mais lui, c'est pour qu'on lave, pour protéger, entre guillemets, son honneur personnel. Et donc, Picard, une fois rentré en France, il va parler de l'affaire à un ami avocat qu'il a, Leblois, c'est le nom de famille de cet avocat, et Leblois, il va contacter le vice-président du Sénat. Le vice-président du Sénat, c'est un Alsacien qui s'appelle August Scheurer-Kestner. Alors Auguste, A-U-G-U-S-T-E, là il n'y a pas de problème, normalement, vous vous rappelez vos cours de seconde, comme l'empereur Auguste. Et Scheurer, alors là c'est plus compliqué, je vous l'accorde, S-C-H-E-U-R-E-R-K-E-S-T-N-E-R. Et Auguste Scheurer-Kestner, il va prendre la tête d'un mouvement révisionniste. C'est-à-dire qu'il veut la révision du procès de Dreyfus. Il va rencontrer le président, il va rencontrer le ministre de la guerre, mais ils vont pas l'écouter, en fait. C'est-à-dire que, bah oui, lui, il est quand même vice-président du Sénat, donc il a demandé une audience, on va lui accorder, mais c'est pas parce qu'on accorde une audience qu'on écoute enfin, c'est pas parce qu'on vous laisse parler qu'on vous a forcément écouté. Vous êtes déjà confronté à ça quand vous parlez parfois à vos parents pour leur exposer vos points de vue. Et c'est alors que la presse, elle va vraiment rentrer encore plus profondément dans le jeu qui est en train de se dérouler. Le journal Le Matin, il va présenter cette entrevue comme étant favorable à la révision. Alors que les journaux de droite, ils vont plutôt narrer les événements comme si Scheurer-Kestner c'était quelqu'un qui refusait de voir l'évidence. Et l'évidence, c'est quoi? C'est la culpabilité de Dreyfus. C'est-à-dire il y a des journaux qui vont dire bon bah on va peut-être réviser le procès, puis il y a ceux qui vont dire non, Dreyfus est coupable, et il y en a qui veulent pas l'admettre. C'est comme ça que sont présentées les choses. Le vice-président du Sénat, Scheurer-Kestner, en novembre 1897, il va prendre contact avec Émile Zola. Émile Zola, il va publier dans le Figaro 3 articles. Enfin, il y en a un petit peu plus de prévus, mais il y a 3 articles qui vont être publiés dans le Figaro sur l'affaire Dreyfus, pendant lesquels Dreyfus, finalement, va revenir sur la nécessité de réviser le procès, sur les zones de doute qui existent. Le problème, c'est que ces articles, dont on parle peu finalement, parce qu'en fait, vous êtes resté dans l'article de l'Aurore, le J'accuse, je vais y revenir tout à l'heure, mais ces articles qui sont publiés dans le Figaro, avant le fameux J'accuse, ils ont une conséquence directe sur les revenus de l'entreprise. C'est-à-dire que le Figaro observe une baisse de ses abonnés. Ce qui fait que le directeur du journal, après 3 articles d'Émile Zola sur ce sujet dans le Figaro, il va décider d'arrêter la collaboration avec Émile Zola. C'est-à-dire que là, novembre 1897, on a la première publication dans le Figaro, et le 5 décembre de cette même année 1897, c'est la dernière publication sur ce thème. Reste quoi? Reste que d'un coup, dans la presse, on se met à diffuser des éléments qui vont plutôt en faveur de Dreyfus. C'est-à-dire que le procès uniquement à charge, tenu par la presse, il s'efface vers quelque chose qui s'apparente de plus en plus à un débat où on a des idées contradictoires qui sont exprimées. Je vous invite à prendre votre manuel, et dans vos manuels, il y a le document 1, page 240, que vous avez déjà consulté, mais cette fois, on s'intéresse
à la troisième caricature de ce document 1, page 240. Pourquoi ? Parce que dans ce numéro du gros lot, on a ici cette idée qu'on a certaines personnes qui cherchent à mettre à jour, faire sortir du puits la vérité. Dans leur combat, ils sont opposés à la libre parole. Et puis l'armée, elle est présentée comme ne voyant rien à ce qu'il se passe. Donc dans le sillage de Zola, il y a d'autres personnes, d'autres auteurs, qui vont finalement s'engager dans un combat pour la vérité. C'est la force d'Émile Zola. C'est-à-dire qu'en fait, Émile Zola, c'est déjà quelqu'un de connu, de reconnu, et quand il prend la plume, eh bien il a davantage d'écho que n'importe qui. On va davantage l'écouter quand une célébrité s'empare d'un combat ou qu'elle prend position, sa position va être plus écoutée que les autres. Ça veut pas dire que les gens vont être forcément convaincus, mais ça veut dire qu'on va davantage écouter ce qui se passe. Alors que si c'est quelqu'un qui est en train de crier tout seul dans la rue, on va pas l'écouter. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre les deux, je l'espère. Dans cette démarche-là, il y a notamment une pétition qui est lancée par plusieurs figures pour une révision du procès. Et on va parler d'intellectuel en fait. Et ce terme d'intellectuel au début, il est mobilisé lui-même par Maurice Barrès, un autre intellectuel entre guillemets qui au début était avec Blum et Zola et qui, lors de l'affaire Dreyfus et ses publications de Zola, va prendre ses distances avec eux parce que lui, il ne veut pas d'une révision du procès d'Alfred Dreyfus. Voilà, ça c'était notre deuxième partie. Nous allons passer à la suite, troisième partie.